Je suis Constance Carpanez et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Bonjour à tous, merci d'être là pour ce tout nouvel épisode de Point d'écoute. Donc, je suis très heureuse d'accueillir les membres de Portrait de Montréal. Je vais commencer tout de suite en vous laissant la place pour vous introduire parce que vous le ferez certainement mieux que moi. Donc, je vais vous laisser vous introduire tous les trois. Honneur à Marion. Merci. Je m'appelle Marion, j'ai 33 ans. Je suis originaire de Grenoble en France. J'y ai grandi jusqu'à peu près mes 7 ans. Puis ensuite, je suis partie en Afrique avec mes parents pour une dizaine d'années avant de repartir en France pour quelques années, à nouveau faire mes études et arriver au Québec en 2018 où je suis arrivée ici et j'ai commencé à travailler en communication. J'avais fait des études en communication aussi en France et j'ai continué ici en fait à travailler en communication avant d'arrêter en 2020 pour me lancer en fait en vidéo dans mon domaine en fait qui est le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui. Super. Voilà. Je sais pas si c'est assez résumé. C'est parfait de toute façon. C'était un peu intimidant de résumer 33 ans de ma vie comme ça, mais c'est à peu près ça. On y reviendra plus en détail de toute façon parce que vous avez donc un projet commun qui vous lie quand même. Ouais. Donc c'est super. Mika, Thibaut? Moi c'est Thibaut, j'ai 35 ans et je viens de Lyon à la base, mais ça fait combien de temps maintenant? 15-16 ans que je suis à Montréal. Je suis arrivé à 19 ans. Pour des études au HEC Montréal, des études de commerce. Et puis je pense qu'on parlera de ces bouts-là du parcours après, là, de nos changements de carrière et tout ça, mais c'est ça, fier montréalais depuis 15-16 ans. Et moi c'est Mickaël, j'ai également 35 ans, je viens aussi de France, moi je suis de région parisienne. Je suis arrivé à peu près en même temps que Thibaut, on s'est rencontrés au HEC. Et en 2014, j'ai lâché, donc même chose, les changements de parcours, on en reparlera effectivement, mais lâché une carrière pour me lancer avec Thibaut sur ce projet Portrait de Montréal dont on va parler aujourd'hui. Et puis, je suis photographe depuis 2014 et je suis aussi un des exilés de la pandémie. J'ai quitté Montréal il y a une couple d'années, moi je suis parti à Sutton, fait que je suis maintenant à la campagne. Bienvenue en ville aujourd'hui. Puisqu'on en parle de tous ces changements de carrière, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est ça, vos parcours sont vraiment étonnants de par le virage assez surprenant qu'ils ont pris, que ce soit de la finance, la communication ou le commerce. Pourquoi et comment ces changements ont-ils opéré? Toi, c'est un peu une évidence. Je pense que c'était pour tous une évidence. Ouais. C'était ça ou être malheureux pour le restant de nos vies, je pense. C'est assez drôle d'avoir ce point commun. Ouais. Et souvent, les gens disent c'est courageux d'avoir lâché des carrières qui... Parce que ça roulait, je veux dire, on s'est... Je pense pour toi aussi, Marion, en tout cas. Mais on avait des jobs plutôt payantes en plus. On aurait pu continuer et tout aurait très bien été sur le papier, mais moi je trouvais que c'était plus courageux de se forcer à rester dans une situation stable dans laquelle on n'était pas spécialement heureux ou dans laquelle on s'épanouissait que de dire non, j'ai pas encore 30 ans, j'ai beaucoup trop d'années encore devant moi pour me dire que déjà j'en ai marre, déjà je suis tanné. Donc je trouve plus courageux moi les gens qui toffent dans le système. Ouais, c'est vrai, je me suis fait la réflexion en partant aussi en com. Tu sais, c'est des métiers où tu peux facilement aller en agence, où tu peux facilement bien gagner ta vie. Quand tu viens dans une formation de relations publiques ou dans une formation en médias sociaux, qui est un métier qui explose aujourd'hui, c'est vrai que moi j'ai fait ça pendant, je pense, 5-6 ans. Et quand j'ai arrêté en avril 2020, on rentre en pandémie. Ah oui. Moi je dépends de l'algorithme. En fait, mon travail dépend de l'algorithme tout le temps. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce qu'à chaque fois que tu fais un move, à chaque fois que tu crées du contenu, ton travail va être vu pendant 2 heures sur Facebook, 20 minutes sur Instagram, et après c'est terminé ce que tu viens de faire. Et les gens vont passer à autre chose, et ça c'est pour le restant de ta vie si tu continues là-dedans. Oui. Et en fait, moi je pouvais plus dépendre de ça, je voulais plus dépendre de ça. Aussi, il y avait l'amour de raconter une histoire qui me tenait vraiment depuis longtemps. Donc, j'aimais vraiment faire ça à côté. Mais aussi, comme dit Mickaël, c'est que
Tu peux pas rester dans un truc qui te rend malheureux, en fait. C'est pas possible, parce que donc c'était vraiment plus tough de rester là-dedans que de sauter dans le vide. Et évidemment, on m'a dit, ah, mais quel courage, tu vas faire mais tu sais pas ce que tu vas faire demain, comment tu vas faire et tout. Mais moi, j'étais comme, mais non, pour moi, c'est plus horrible de rester là-dedans que de pas savoir ce que je vais faire demain. Et surtout, moi, j'avais aucune formation en vidéo, j'avais aucune formation, mais vraiment dans le métier que je fais aujourd'hui, je suis partie de zéro, quoi. J'avais un peu bidouillé sur Première, j'avais un peu, comme pris une caméra, mais c'est tout, quoi. C'est l'inconnu qui fait peur. Ça vaut pour nous trois, je pense, parce qu'on s'est lancé pareil. Nous, c'était en 2014, à peu près en même temps, à un mois près. Michael quittait la pub et moi la banque, mais c'était... on savait qu'on était intéressé par la photo, et puis, mais on savait pas ce qu'on allait faire le lendemain de notre départ. Puis c'était... Oui, ça peut faire peur, je pense, vraiment. Mais c'est hyper excitant. Mais c'était... Franchement, rien que de t'entendre en parler, j'ai comme ça me stresse. Mais d'y repenser, l'excitation était vraiment... Il y avait un mélange vraiment de stress important, puis de libération quelque part. Qui était, Je pense qu'il faut quand même mentionner que c'était un peu dans une position de privilège. Exactement, de pouvoir se permettre de faire ce move-là. De par où on vient ou des milieux desquels on vient, de par les jobs qu'on avait, on avait réussi à se créer une situation qui nous permettait de prendre ce risque-là aussi. Je pense que c'est important quand même de le souligner. Bien sûr. Oui, ça reste un risque calculé quand même. Oui. Moi, pas du tout. Pas du tout. Versus vous, moi, en fait, je suis tombée à un moment de la pandémie où, en fait, on a été en pause pendant plusieurs mois. Et j'avais pas de côté, mais on a été soutenu en fait par le gouvernement. Et en fait, j'ai décidé d'investir tout ce qu'on a eu comme soutien pour m'acheter mon matériel. Oui. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était pas calculé, c'était très risqué. Mais je reconnais aussi que il peut y avoir une question de privilège là-dedans, parce que j'ai pas d'enfants, j'avais pas une famille à soutenir avec ce soutien-là qu'on m'apportait. Donc, pas forcément de dette d'études ou des choses qu'on aurait pu... C'est ça, j'avais cette chance-là aussi. Mais c'était un peu plus genre, go. Donc c'est ça. Mais c'est la bonne nouvelle, c'est que vous en êtes sortis vivants et c'est super. Ouais, c'est clair. Donc, Portrait de Montréal, la genèse de ce projet. Thibaut et Mika, vous en êtes à l'origine, et après Marion je me suis greffée après. Est venue dans le groupe. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu quel était le raisonnement derrière Portrait de Montréal? Pourquoi est-ce qu'il existe ce projet aujourd'hui? C'est parti, je pense, de... Moi, je suivais Humans of New York depuis un moment. Je travaillais en agence, donc je travaillais sur les réseaux sociaux. Et Humans of New York était un des projets que je référais le plus souvent à mes clients pour montrer la puissance que pouvait avoir le partage d'histoires et la narration sur les réseaux sociaux quand c'était fait correctement, en utilisant vraiment les médias sociaux comme des outils sociaux et pas comme des outils de diffusion comme la télé ou la radio. Et j'enviais énormément le créateur de Humans of New York des discussions qu'il avait avec tous ces inconnus. Parce que moi, j'étais pas capable dans ma vie d'avoir des discussions aussi profondes et aussi riches avec les gens qui m'entouraient, même les gens que je connaissais bien. Donc je l'enviais. Je rêvais ou je regardais ça, puis je me disais, my God, que j'aimerais moi aussi pouvoir avoir ces conversations avec n'importe qui. Fait que j'en ai parlé à Thibaut, puis un autre ami à l'époque, puis personne faisait ça à Montréal, et on a réalisé qu'il y avait Humans of Jérusalem, Humans of Paris, Humans of Calcutta, il y a plein de villes. Et puis j'étais comme, mais Montréal, le terreau est parfait, là, je veux dire, la diversité humaine qu'il y a à Montréal, les gens sont super ouverts, super faciles à aborder, c'est une des villes parfaites pour faire un projet comme ça. Et donc à 3, on s'est dit, let's go, si personne le fait... on va s'essayer, nous. On avait du temps à ce moment-là, puis je pense qu'on voulait aussi s'éloigner de notre zone de confort personnel, et peut-être aussi du fait qu'on était, comme Mika l'a un peu décrit, un peu introverti, puis pas forcément orienté vers les autres, et que c'était la meilleure façon de exploser ça, et puis... C'était à la fois un projet on avait envie de faire quelque chose de nos vies qui fasse du sens pour la société dans laquelle on vit,
donc de contribuer à faire avancer, disons, les choses. Et en même temps, c'était un projet de croissance personnelle, je pense, en tout cas pour nous deux. Je ne sais pas pour toi, Marion, mais moi, c'était vraiment... Il y avait un défi personnel à relever de me construire ce skill, cette habileté de pouvoir parler à n'importe qui, d'être plus à l'aise socialement, finalement. Ouais. Et Marion, donc toi, tu es venue, comme tu l'as dit, te greffer un peu plus tard. Complètement au hasard. Je pense que j'ai raconté à Thibaut que c'était du hasard total parce que moi, j'étais comme Mickaël fascinée par Humans of New York depuis un moment, mais j'étais en France. J'habitais à Rennes à l'époque, quand je suivais ce projet-là. Et j'allais à Lille. Je déménageais à Lille pour mon master, en fait. Et j'avais très peur que le projet démarre à Lille par quelqu'un d'autre. J'ai créé la page Facebook avant d'être à Lille. Et j'arrive à Lille et du coup, je commence le projet. Donc, Portrait de Lille, Humans of Lille. Et en fait, le projet fonctionne super bien. Et quand ça a commencé à super bien fonctionner, pour l'instant, j'attribue le succès à juste le nom de la page en me disant les gens connaissent Humans of New York, donc ils se disent que c'est ça. Mais finalement, ça a fonctionné. Et en fait, en partant à Montréal, je connaissais Portrait de Montréal en arrivant ici, et je me suis dit que j'avais pas l'intention de rejoindre le projet parce que je laissais le projet vivre. Il existait déjà, donc j'avais pas forcément une intention de le rejoindre. Mais en fait, j'ai découvert que Thibaut avait travaillé avec la même organisation dans laquelle j'étais en train de travailler. Donc je me suis dit que c'était trop des signes. Donc j'ai juste écrit à Thibaut en disant « c'est marrant, machin, etc. » On s'est rencontrés. Et je lui disais que sur Humans of Lille, moi, comment je fonctionnais, c'est que je me montrais jamais. J'étais vraiment invisible sur le projet et je voulais garder cette invisibilité-là. Et d'ailleurs, on m'écrivait toujours comme si j'étais un homme. C'était assez drôle quand on m'écrivait. On m'écrit toujours « Ah, bonjour monsieur, nanana. » Et quand on me rencontrait, je jouais la carte. Je disais pas que j'étais une femme. Et quand on me rencontrait, on me voyait et les gens étaient étonnés. Et quand Thibaut m'a rencontrée, il m'a dit « Ah, nous, on est un peu pareil sur Portrait de Montréal. On se montre pas trop. On fait nos portraits dans nos coins. » Et c'est comme ça que j'ai rejoint le projet. J'ai fait un portrait d'essai. Puis après, ça a fonctionné comme ça. Puis c'est tout. Trop bien. Mais ouais, exactement. Puis moi, ce que j'aimais faire sur Humans of Lille et sur Portrait de Montréal, c'était juste pourquoi j'ai commencé, c'est que me suis toujours posé la question comment font les gens ? Genre, comment ils font les gens pour, comme traverser leur vie pour survivre. Comment font les gens dans leur vie ? Ouais. Et cette curiosité-là, c'était juste de se dire mais comment font les gens ? Avec cette question-là, comment font les gens sur cette question-là, etc. C'était vraiment une curiosité de savoir qui étaient les autres, en fait. Est-ce que j'avais peur d'aller les voir ? Évidemment. Est-ce que j'ai toujours peur d'aller les voir ? Évidemment. Ça ne change pas, ça. Non, je pense que ça ne change pas. C'est drôle parce que j'avais cette même envie quand j'étais petite, mais j'étais beaucoup moins dans l'idée de faire quelque chose de bien et je voulais juste être femme de ménage pour aller fouiller chez les gens, pour comprendre comment ils fonctionnaient. Ouais, mais c'est la même curiosité un peu. C'est ça. Exactement la même chose. Ouais. Moi, c'était un peu plus dans l'intimité sans qu'ils le sachent, mais c'était ça. Ouais. Et j'imagine qu'on a dû vous poser cette question des millions de fois, mais je pense que quand on vous imagine en train de faire ces portraits, dans l'idée, vous vous approchez des gens, et pour des gens qui sont relativement introvertis, comment est-ce que ça se passe ? C'est quoi le processus de réflexion derrière quelqu'un que vous voyez dans la rue et vous vous dites cette personne-là, elle doit avoir une histoire incroyable, j'en sais rien, mais j'imagine, il doit y avoir une part d'intuition. Comment ça se passe ? Je pense qu'il y a l'intuition et la spontanéité, puis la curiosité, là, l'envie des fois. Il y a des gens... Je ne pourrais pas te dire pourquoi, là j'ai envie de savoir qui est cette personne. Il y a aussi parfois le côté vraiment purement photographique, comme ok, là il y a vraiment une belle photo à faire. Après, pour y aller, c'est un gros travail mental. Puis même après des années, 2000 portraits, c'est encore des efforts. Ça a toujours été, ouais. Moi, il y a même des fois où je me suis forcée. Il y a une semaine à Lille où je me suis dit, là, il faut que je fasse une semaine où je fais juste des vieux monsieur. Parce que j'allais rarement vers les vieux monsieur, parce que ça m'intimidait. Okay. Et que je me suis forcée à faire des vieux monsieur, j'ai eu une semaine extraordinaire. J'ai eu des histoires incroyables, mais parce que c'était encore plus intimidant pour moi de le faire, en ayant 25 ans, en même temps une femme. Mais tu sais, comme dit Mickaël, c'est vraiment, que t'en aies fait 2 ou 200 ou 2000, t'as toujours la même appréhension, tu sais, c'est toujours le même truc avant de le faire, mais à la fin de la rencontre, tu sens en toi un espèce de truc indescriptible. J'ai jamais ressenti cette satisfaction-là ailleurs dans d'autres domaines de ma vie qu'après un portrait, une histoire enrichissante. D'autant que les refus des gens sont très très rares. Rares, ouais. Ça, c'est vraiment... c'est quand vraiment les gens ne peuvent pas ou
Tu sais, souvent on dit les gens adorent parler d'eux-mêmes. Ouais, c'est Donc très vrai. peut-être que finalement c'est pas choquant. C'est très vrai, la plupart des gens attendent qu'on leur pose des questions en fait, Ouais. puis attendent de pouvoir s'ouvrir. Et je pense aussi qu'on les écoute réellement. Ouais. Tu sais, on parle souvent de ça là, mais comment on écoute peu finalement. Peut-être Et le je pense refus que- viendrait plus de la photo à poster sur les Ouais, réseaux c'est sociaux, ça. mais moi j'ai déjà fait des portraits quand même sans poster, Ok. juste pour avoir l'histoire. Là. Juste pour discuter, pour échanger Ouais. entre humains en fait, mais Ouais. il y a un côté thérapeutique autant Ouais, pour nous ouais. que pour les personnes. J'imagine parce qu'il y a sûrement dû avoir des histoires où peut-être elles ont fait écho à des choses que vous viviez personnellement, ou est-ce Mhm. que ça vous a permis d'avoir une vision peut-être plus empathique sur les gens. J'ai tellement de questions, mais est-ce que... Eh ben, l'empathie, c'est sûr et certain. Je veux dire, moi, il y a le Mika avant et le Mika pendant et le Mika après, disons, Mhm. mais je suis plus la même personne aujourd'hui que j'étais quand j'ai commencé ce projet. Mhm. Ça m'a fondamentalement ouvert les yeux sur je veux dire, la largesse de l'éventail des réalités humaines Ouais. juste à Montréal. T'sais. Fait que si t'étends ça en plus après Québec, Canada, Amérique du Nord, monde entier, bref, tu réalises que tu connais rien de la vie humaine, que Ouais. tu connais juste ta propre vision des choses, ta propre compréhension du monde, et de s'ouvrir aux autres et d'écouter les autres. L'empathie, elle peut que se décupler. Je veux dire, et tu peux que... J'étais de droite avant, je suis rendu de gauche. À ce point-là, les gars. Ouais, je reviens de loin, moi. Continuons Je ce reviens d'un projet. milieu très fermé, donc Ouais, c'est incroyable. Et est-ce que, Marion, tu disais que tu n'allais pas voir les vieux hommes, les Ouais. hommes plus âgés, pardon. Est-ce que vous aviez chacun un peu votre point de confort dans Bien sûr. cette action peu confortable? Est-ce qu'il y avait des types de personnes vers qui vous gravitiez plus facilement Bah, chacun? absolument. On avait des biais, on a des biais, oui, évidemment. Bah, comme tout le toujours, monde. hein. Je pense que tu as toujours des biais parce que, tu sais, comme tu disais, tu peux vouloir faire des photos qui sont... Tu vois des gens qui sont super photogéniques, tu vas les prendre en photo directement, mais tu as des gens, tu t'imaginerais jamais l'histoire qu'ils ont. Mhm. Donc je pense que c'est intéressant vraiment de se dire, bon, ben, on va sortir de notre zone de confort, on va essayer de trouver... On va essayer d'interviewer des gens qui n'ont juste au feeling, tu vas les voir. Moi, je choisis rarement les gens dans la rue, mais c'est juste comme une impression que ça me fait, je vais aller voir cette personne-là. Comme on disait, on a rarement des refus, donc Ouais. ça, c'est intéressant. J'ai rarement pas posté une histoire. Et souvent, ce que je me dis, c'est si j'arrive pas à voir l'histoire de la personne, c'est souvent à cause de mes questions, c'est pas parce que la personne n'a pas une bonne histoire. Mais oui, effectivement, on a toujours des biais. Moi, sur Humans of Lille, au début, j'avais beaucoup de jeunes femmes parce que c'est plus facile pour moi d'aller voir des jeunes femmes, etc. J'avais des questions pourries au début parce que tu commences, c'est quoi ta couleur préférée? Ça n'apportera rien. Tu n'auras pas de bonne histoire avec ça. Mais tu finis par t'ouvrir, tu finis par élargir, tu finis par vouloir sortir de ta zone de confort, d'aller voir des gens vers qui tu serais jamais allé. Ouais. Mais c'est vrai que pour une jeune femme, en plus en France, aller voir un homme âgé, oui, c'est intimidant. Mhm. Mais Mhm. après, t'as des histoires folles. Et au contraire, est-ce que être un homme et aller vers des femmes, est-ce que vous avez eu des situations où vous étiez gêné, où vous sentiez la gêne vis-à-vis de ça, ou est-ce qu'il y a eu des ouvertures Ça m'a pas marqué particulièrement, mais après il y a une question d'approche aussi où déjà on arrive avec l'appareil photo, on commence pas forcément à demander si la personne veut se faire photographier, parfois c'est juste est-ce que vous avez le temps de discuter Oui, c'est quoi la phrase d'accroche? Je pense que c'est variable, il n'y a pas vraiment moi, de j'ai toujours recette. commencé Mais... par la photo. Toujours la photo, Ouais. Est-ce que je peux vous photographier? Moi, c'est l'inverse. Ouais, tu vois, c'est ça, ce que tu Chacun m'avais a dit. C'est l'inverse parce que j'ai une anecdote là-dessus, mais en fait, j'ai fait des portraits après les attentats de Charlie. En France, pour le contexte, il y a eu des attentats dans le journal de presse Charlie Hebdo qui ont été dramatiques. Et en fait, il y a eu un rassemblement pour ces attentats-là. Et j'avais fait des portraits et j'avais fait les photos avant. Et les gens étaient extrêmement souriants et l'interview était terrible. Et depuis, je fais l'inverse parce que ça clash trop. Ouais. Donc souvent, je fais l'interview, je propose la photo avant, mais je refais une photo après l'interview Ouais. et le visage a complètement changé. Ça, c'est intéressant. ça, c'est comme- très vrai. Ouais, c'est ça. Donc ça dépend en fait, mais Ça dépend. ça m'arrive plus souvent de faire la photo après. Ouais. Ça peut être un brise-glace, l'appareil photo, Ouais. pour démarrer la conversation, mais effectivement, si on veut
que l'image traduise de l'émotion de la discussion, et c'est mieux de le faire pendant ou Ouais. après. la conversation. Mais Ouais, d'ailleurs, idéalement moi, pendant. je l'ai jamais fait. C'est un peu intimidant pour moi de le faire. Ouais, mais c'est je sais délicat. que le photographe de New York, Je le fais très souvent. il racontait de faire des photos pendant que la personne parlait. Ouais. Et ça lui arrivait de prendre en photo des gens qui pleurent. Et moi, j'étais là. Mais Ça, comment j'ose il pas. fait Non. Je n'oserais jamais faire Ça, ça. je pense pas qu'on les Tellement de choses, fait. ça me démangeait, mais j'osais pas parce que la personne était tellement Ouais. en train de me raconter quelque chose Ouais. de fort que c'était comme je vais pas lui mettre l'appareil Et photo dans c'est la face hyper. maintenant. Moi, je trouve ça un peu voyeuriste, mais ouais. Puis tu viens mettre un objet entre, Ouais, Ouais, entre ouais. les deux. entre Ouais. deux. Puis je trouve qu'il y a quand même cette partie où tu as l'impression d'être plus tant écouté que ça. Et je pense Exactement. que dans Ouais, les ouais, moments ça. où tu pleures, tu as Exactement. vraiment besoin d'être Ouais. soutenu Ouais. pour le coup. Là, donc Donc il y c'est- a toujours eu un truc. Ouais. On a tous ressenti ça. On veut faire la photo parce que on pense que c'est ce qui représentera mieux la personne Ouais. sur le Ouais. moment, mais en fait non. C'est Ouais. humainement c'est trop. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des entrevues qui vous ont particulièrement marqué pendant toutes ces Ouais. années? Ouais, il y en a eu plein, je pense. Tellement. Ouais. Toi, la tienne, c'est laquelle? Bah, il y en a une que je raconte souvent, c'est France, une camelot qui est donc qui vend le magazine L'Itinéraire devant une SAQ sur Mont-Royal. Ça fait un bon bout que je l'ai pas vue, là. Mais elle habitait, enfin elle travaillait juste à côté de là où j'habitais à l'époque. Et puis elle m'a raconté son histoire qui impliquait une partie de son visage qui avait été blessée dans un accident de voiture quand elle était toute petite. Et puis elle me disait que son image d'elle-même avait été affectée toute sa vie par ça, et puis que depuis elle se cachait une partie de son visage, puis qu'elle avait jamais vraiment raconté cette histoire à quelqu'un. Donc déjà juste le fait qu'elle souffre de cette façon à moi, c'était miraculeux. Puis après, une fois que cette histoire a été publiée, beaucoup de gens du coin la connaissent, sont allés la voir, sont allés lui dire qu'elle était magnifique comme elle était, sont allés voilà, juste discuter avec elle pour en apprendre plus sur son histoire. Et puis en revenant la voir plusieurs jours après, elle m'a dit que ça l'avait transformée d'avoir pu rentrer en contact avec ces gens-là en brisant la barrière de cette histoire qu'elle traînait avec elle depuis son enfance. Donc c'est ce genre, il y en a eu d'autres, puis vous en avez tout autant là, d'histoires comme ça, mais c'est des histoires qui viennent te montrer à quel point partager son histoire et puis s'ouvrir aux autres, ça peut nous apporter énormément d'énergie en retour. Donc c'était là pour le coup, c'était thérapeutique pour elle, et ça l'était évidemment pour moi, parce que là concrètement, il y avait un effet sur la vie de quelqu'un, et c'est merveilleux, un effet positif. Ouais. Oui, il y a des histoires qui nous ont marqués, je pense, juste l'histoire individuellement, la rencontre, mais pour moi c'est plus les j'ai envie de dire amitié, mais le mot est peut-être un peu fort dans certains cas, mais c'est les relations qui se sont développées entre certaines des personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ce projet, et qui ont duré dans le temps, et qui ont donné lieu à d'autres projets qui m'ont emmené encore ailleurs. Je pense à un poète qui était atteint de la sclérose en plaques, avec qui j'ai fini par collaborer sur un projet artistique pendant 3 ans, jusqu'à ce que malheureusement la maladie l'emporte. Je pense à une bande de jeunes squeegee entre guillemets, là, avec qui pareil j'ai rencontré dans la rue comme ça, puis ça a donné lieu à d'autres projets, un projet de documentaire, puis des rencontres, puis c'est des gens que j'ai encore sur Facebook, avec qui j'ai encore des échanges aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça, moi, que j'ai trouvé qui m'a marqué, c'est que ça m'a, dans mon réseau, j'ai maintenant des gens que j'aurais jamais eu dans mon réseau, avec qui j'aurais jamais pu développer de relation sans ce projet-là. Ouais. On se serait jamais croisés, en fait. Ouais. On n'aurait jamais osé aller discuter avec des gens sans l'excuse du projet, finalement. Ouais. Bah, moi, c'est pareil. Je pense à 2 portraits. Il y en a un en France, un ici. Celui en France, c'était un étudiant que j'ai rencontré qui m'a dit « Ah, j'ai une bonne idée. Je voudrais offrir des cadeaux aux personnes sans abri. » On s'est rencontrés en novembre. Il a lancé sa petite idée. Vraiment, c'était un truc tout petit. Et en fait, il a rassemblé genre 30 000 cadeaux. Wow. Il l'a distribué à toute la ville de Lille. Et son projet a duré 4 ans. Il a fondé une association. Et genre, c'est devenu un truc immense. Et tous les ans, il a mené son projet. Et en fait, il y a plusieurs portraits que j'ai fait comme ça qui ont mené à des récoltes de fonds, etc. Tu sais, où c'est des trucs qui dépassent le projet, le portrait. Et ici, je pense à Audrey Lise qui m'a raconté son histoire d'agression. Puis là, pareil, je trouve que ça dépasse un peu le portrait, dans le sens où c'est quelque chose
tu dis, cette personne-là, elle s'ouvre au public. Donc elle te raconte son histoire personnelle et elle est d'accord pour que ça se sache. Et sa famille, des membres de sa famille qui ont été à l'origine de l'agression ne sont pas au courant. Ça va être posté sur Facebook, ça va être posté sur Instagram, et ça va être à l'origine d'une discussion certainement. Et quand on s'est rencontrés, ça a duré 2 heures, je pense, 2 heures et demie. Et tu repars chez toi et t'es genre, mais c'est incroyable ce qui s'est passé, parce qu'elle m'a autorisée à rentrer là-dedans et elle m'a autorisée à la publier. Et je trouve que c'est un acte de générosité hallucinant, en fait, de faire ça. Et c'est vraiment, c'est des histoires qui m'ont marquée, ouais. J'ai eu la chance d'être un de vos portraits il y a de ça quelques années déjà. Et j'ai eu aussi la chance de participer aux bibliothèques vivantes que vous avez mis en place. Pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de... Bien sûr, je ne fais pas du tout partie de ce groupe-là, mais d'avoir pu partager mon histoire avec plein d'inconnus, pour moi, ça a été quelque chose de très, très... j'oublie le mot en français, mais en anglais c'est healing, que c'est venu vraiment me réparer beaucoup de choses en moi de raconter mon histoire aux gens. Et j'ai été fascinée de voir à quel point les gens qui venaient me voir pour m'écouter avaient soif d'entendre. Il y avait une queue, je me souviens, incroyable. J'étais pas la seule, bien sûr, il y avait d'autres personnes qui racontaient leurs histoires, mais je me souviens avoir vu la queue de gens. Et m'être dit, mon Dieu, on n'est pas des stars, quoi. Genre, je ne suis pas Céline Dion. Genre, et pourtant, ils étaient tous là pour nous écouter. Bon, certains d'entre eux ne comprenaient pas le concept du projet, mais ils étaient juste là parce qu'il y avait du monde. Mais je me souviens avoir vu dans le regard des gens, quand je leur parlais, quelque chose de très, très fort. Et la première personne à qui j'ai parlé, c'était une jeune fille de mon âge, à peu près, qui traversait des choses similaires que moi, très différentes, mais on se retrouvait dans les concepts. Puis... Et je me souviens, quand elle est partie, je me suis dit, en vrai, je pourrais rentrer chez moi maintenant. Ouais. Ça m'a suffi, c'était incroyable. J'ai l'impression d'avoir pensé toutes mes blessures d'enfance, c'était extraordinaire. Donc, déjà, merci de m'avoir intégré. Cette bibliothèque, j'ai trouvé incroyable. Est-ce que vous pouvez en parler un peu, parce que j'ai si on peut peut-être résumer un peu la bibliothèque vivante, pour moi, c'est un bijou. Hein, cet événement-là, on emprunte un livre humain. Si vous voulez le résumer, vous, allez-y. Mais je trouve ça extraordinaire. Je crois que l'origine du concept, c'est scandinave. C'est dans les pays du Nord. Puis, les familles. T'empruntes un livre humain, en fait. Tu vas comme à la bibliothèque, t'empruntes un livre humain. Donc la personne va te raconter son histoire. Et on avait fait cet événement-là à la grande bibliothèque. Il y en a eu d'autres, mais et cet événement-là en particulier avait un monde incroyable qui faisait la file. Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo sur cet événement. Et il y avait des gens qui venaient me voir pour me demander combien de temps il restait avant de pouvoir emprunter un livre humain. Et ouais, c'est assez fou en fait, parce que je pense que les gens ont soif d'écouter l'histoire des autres, parce que ça fait écho chez eux en fait. Ils ont soif de se reconnaître, je pense, chez quelqu'un. Ouais. Je pense qu'on a soif de se connecter les uns aux autres. Ouais, de partage. Je vais parler de ma petite expérience de 2 ans dans un village, mais je vois la différence quand je reviens à Montréal, où on se calcule pas. Là, c'est comme les gens font pas partie de nos vies. La ville est tellement grande, tu peux pas calculer tous les gens que tu vas croiser. Ouais. Et c'est ça, une bibliothèque vivante ou un projet comme Portrait de Montréal, c'est un peu, c'est donner cette impression que tout d'un coup, on appartient tous à la même famille. Donc tu peux aller parler à n'importe qui, et tous les êtres humains qui t'entourent, à ce moment-là, sont potentiellement accessibles. C'est plus juste des inconnus dans ton chemin. Ils font partie de ton cercle, de ta vie, de ton réseau, quoi. Ils deviennent... ils existent, quoi. Et c'est plus que... leur existence prend un vrai sens, quoi. Je pense qu'on en ferait une par mois, ça fonctionnerait super bien. Honnêtement... parce qu'il faut des espaces comme ça, il faut des espaces de rencontres. Et aujourd'hui, les espaces de rencontres physiques comme ça, je ne sais pas où ils existent. Ils existent dans les clubs, ils existent dans les activités. Mais je trouve que des espaces juste où on écoute l'histoire des autres... On est loin de la Grèce antique où tout le monde chillait dans des grands... Mais c'est vrai que cet esprit de village, dans des grandes villes comme ça, il est difficile à retrouver. Même dans les quartiers, moi je trouve que même dans mon quartier, j'ai un peu de la difficulté à le retrouver. Donc ça manque. Et est-ce que vous avez justement une fierté qui est liée... Enfin, j'imagine que chaque portrait est une fierté, mais puis on en a un peu parlé aussi de la bibliothèque vivante, mais est-ce qu'il y a d'autres types de fiertés qui sont associées à ce projet ?
Mais tu sais, on a plus ou moins arrêté en 2017, on est en 2023, on est encore en train de se faire inviter à un balado pour en parler. C'est une fierté dans le sens de dire on a réussi à laisser une marque suffisamment grande avec ce projet pour que 6 ans plus tard, les gens aient encore envie d'en parler. Ouais, je pense que c'est ça. C'est le nombre finalement de portraits qu'on a réalisés, puis Est-ce que vous le connaissez, le nombre de portraits exact? On a souvent dit que c'était plus de 2000, mais on disait ça il y a longtemps. Alors c'est facilement plus de 2000, c'est sûr. Ouais. Ça fait du monde quand même. Ça fait du monde. Ouais, parce qu'au début, on en publiait 3 par jour, puis ça s'est un peu étiolé au fil du temps. 3 par jour? Ouais, au tout début, 3 par jour. 3 par jour. Là, on faisait ça à temps plein. Temps plein pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, toute seule à Lille, j'en faisais genre 3 à 4 par semaine, là. Ah oui. Mais j'étais en master à côté, donc c'était impossible de faire plus, là. Toi, t'étudiais. Ouais. Mais il y a peut-être aussi une fierté du fait que... Oui, en ce moment, on n'en fait plus. Ça fait vraiment un petit bout. Là, il y a eu la pandémie, puis... moi, j'en ai fait en 2022, mais c'est ça. Genre 5. C'est vraiment... Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait au début, mais le projet est toujours là, et puis on n'exclut pas de le reprendre ponctuellement. Enfin, il n'y a pas de... On fait plus de bibliothèques vivantes maintenant. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est un peu ça l'héritage que vous gardez de Portrait de Montréal et un peu comment vous le voyez avancer dans le futur. Est-ce que c'est un peu dans ce contexte-là? Ce sera sous d'autres formes. Ça, comme disait Mickaël, ça a alimenté d'autres projets annexes et puis ça a alimenté d'autres idées. Et... Puis beaucoup de ce qu'on fait maintenant, qui n'est pas Portrait de Montréal, on retrouve quand même la patte. Il y a toujours le côté humain au centre, authentique. Je veux dire, ça nourrit encore beaucoup de ce qu'on fait. Ouais. C'est une marque de fabrique. Ouais, quelque part. Puis ça nous anime, ça nous a animés pendant des années. Moi, ça reste en tout cas, tu sais, quand j'ai envie de faire un portrait, j'en fais un. En décembre, j'en ai fait un, puis je l'ai juste pas publié, mais... Ouais. Oui, c'est ça, vous pouvez continuer à nourrir la plateforme. C'est aussi une excuse de rencontre. Moi, il y a des gens que j'adore, dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail, puis j'ai envie de les interroger là-dessus, ou j'ai envie de les interroger sur... Tu sais qui ils sont, etc. Je vais leur proposer un portrait, puis ça va permettre ça permet cette rencontre-là, donc je le fais. Mais c'est sûr que je pense pas qu'il y ait une date d'arrêt des portraits, là, il y en aura jamais. Donc, tant qu'il y aura des gens sur Terre. Ouais, c'est ça. Il y a pas c'est infini là. Ouais. C'est pas une entreprise Portrait de Montréal, c'est un projet artistique organique. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être repris par d'autres personnes éventuellement, ou c'est comme un... on a toujours essayé d'ouvrir la page. En fait, non, pas toujours. Au début, on l'a gardé assez précieusement. Mais quand on commençait à se dire, bon, bah là, nous, on n'aimerait pas passer à autre chose, mais commencer à gagner notre vie, entre autres. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bénévole, tout ce que vous faites là-dessus. On a plusieurs fois ouvert, s'il y a d'autres photographes que ça intéressait de contribuer à la page. Puis Marion, c'est la seule qui a dit, oui, moi, ça m'intéresse, puis qui a continuer. Il y en a plusieurs qui sont venus, qui ont dit oui ça m'intéresse, puis finalement on n'a pas eu de nouvelles, ou alors oui ça m'intéresse, ils en ont fait 1, 2, plus de nouvelles. Mais même à Lille, moi aussi à Lille j'ai voulu donner le projet, pas le donner puis partir, mais j'ai proposé aussi aux photographes de le faire parce que je voulais que la page elle continue. Puis en fait ce que j'ai remarqué c'est que c'est difficile de le faire. Ça prend énormément de temps. Un portrait, moi j'ai déjà expliqué le temps que ça prend de faire un portrait en 2-3 parties, parce que c'est très très long là. Juste un portrait en 2-3 parties, même en 2 parties. Bon, même un portrait simple. Juste sans parler d'un portrait en 2 parties. Là. Même un portrait simple, c'est vraiment, ça peut prendre une dizaine d'heures là. Parce que moi je le fais relire là. Si on parle d'un portrait sur le racisme par exemple, j'ai pas envie que la personne qui m'ait donné son témoignage, elle se sente pas à l'aise avec les tournures de phrases, elle se sente pas à l'aise avec ce que moi j'ai réussi à rédiger. T'as une traduction en anglais, moi je suis pas anglophone, donc je vais faire une traduction en anglais. La personne, si elle est anglophone, elle va le relire, elle va le corriger. Il y a des allers-retours. C'est un travail. Il y a une retouche photo. Enfin, je veux dire, c'est bénévole, donc tu travailles en même temps. Donc, il y a de la modération aussi. Mais la modération est folle. Oui, moi, j'ai passé du temps à modérer sur des portraits qui étaient un peu, sur des sujets un peu sensibles. Ouais. Et puis, on n'autorise pas, en fait, les commentaires qui sont haineux. C'est normal, c'est la loi. Déjà, il y a enfin, je veux dire, c'est pas une question de censure ou quoi, c'est juste la loi. Il y a des commentaires qui sont pas autorisés. Et puis, il faut modérer, il faut faire attention, etc., etc. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps. Et tout ça pour dire qu'il y a des photographes, en tout cas ma page en France, qui se sont proposés, qui ont essayé.
et qui juste ont fait un portrait et qui ont arrêté parce que ça prend beaucoup de temps et c'est difficile. Juste, c'est engageant. C'est un don de C'est soi engageant. énorme. C'est engageant. Et ça, Ouais. c'est ça, donc je pense que... Mais la page existe toujours. Il y a quelqu'un qui veut s'essayer. L'annonce officielle. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Au Bota Bota, cette année, on se concentre beaucoup sur le thème de l'ancrage. C'est petite pub promo. C'est aussi le thème de notre nouvelle campagne qui est sortie cette année. Je sais que dans certains de vos portraits, vous parlez d'immigration. Et pour moi, quand j'ai pensé à marier le thème d'ancrage avec vous, j'ai tout de suite pensé aux histoires d'immigration. Parce que pour moi, l'immigration, on est tous des immigrés finalement, plus ou moins. Et quand je pense à l'immigration et à l'ancrage, je pense toujours aux gens qui arrivent sur une terre inconnue et qui essayent de se refaire une vie, de comprendre qui ils sont maintenant. Comment est-ce que le thème de l'ancrage est apparu à travers vos différents portraits au sujet de l'immigration ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez vu là-dedans ? Au départ, ça va plus loin que l'immigration parce que c'est le but derrière Portrait de morale, c'est vraiment de rapprocher les gens en réduisant les préjugés, les barrières, etc. Donc c'est une forme d'ancrage en soi, de vouloir ancrer les gens à qui on parle et à qui on partage des histoires dans une humanité qui est commune. Et puis l'immigration, oui, c'est sûr que ça fait partie des histoires qu'on a pu partager, je pense. Pour la même raison en fait, pour montrer que les histoires sont les mêmes si elles ont eu lieu à l'autre bout du monde et puis qu'elles sont maintenant elles se font ici. Puis un peu par la force des choses, quand tu te promènes à Montréal et que tu arrêtes quelqu'un d'aléatoire, Ouais. il y a quand même le pourcentage pour que cette personne ne soit pas montréalaise d'origine est très élevé, relativement élevé comparativement à une ville comme Québec par exemple. Donc oui, c'est des sujets qui revenaient souvent, mais il y avait aussi, comme disait Thibaut, cette volonté que la page, c'est ça, fasse avancer les choses sur certains sujets de société. Donc on n'avait pas un agenda politique, là, donc on n'a jamais guidé ou orienté quoi que ce soit, mais par exemple, si on voulait essayer de faire changer la perception de l'itinérance, on mettait des portraits de personnes en situation d'itinérance. Et l'immigration était un des sujets sur lesquels on se disait, on veut plus d'acceptation, plus d'ouverture, plus de tolérance, donc ouais, c'est comme ça. Finalement, vous vouliez un peu ancrer les gens dans le monde réel, genre. C'est un peu comme... Ouais, dans leur ville telle qu'elle est, et puis Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On prend une ville comme Toronto, c'est 50% d'immigration. Les gens sont issus à 50%. C'est moitié-moitié. Donc c'est fou, parce que Montréal, c'est une grande ville, puis je pense qu'on n'est pas dans ce chiffre-là, mais on n'est pas loin. Donc c'est vrai que c'est une grande partie des gens, puis la page représente ça aussi. Donc, ouais. Puis une des meilleures façons d'apprendre à connaître ton voisin, c'est de connaître son histoire. Ouais. Quelle que soit son origine, et puis donc pour nous c'est un véhicule extraordinaire. Portrait de morale, comme les bibliothèques vivantes, comme en fait n'importe quel type de rencontre ouverte, spontanée, directe. Ça donne vraiment envie d'aller voir des gens, genre. Ouais. Je pense qu'après ça, je vais aller me balader dans la rue toute seule. Est-ce que vous gardez en vous un apprentissage clé que vous avez appris de ce projet-là, que vous utilisez au jour le jour ? C'est ça, il y a la vision du monde un peu, de la société. Donc nos valeurs ont probablement été grandement influencées par ce projet-là. Et puis, moi, il y a cette croyance fondamentale que tu peux parler à n'importe qui, que n'importe qui est accessible, est approchable. On est au même niveau, on est deux êtres humains, point final. Donc, ouais, c'est ça. Après... un apprentissage clé, je sais pas. Non, ouais, moi, ce serait plus tu sauras jamais ce qui se passe chez la personne. Parce que tu sais, souvent tu rencontres des gens, puis tu te fais un peu un a priori, tu te dis je sais pas si je m'entendrai avec la personne. Mais moi, il y a plein de gens que j'ai rencontrés pour des portraits, puis tu sais, juste la première impression, c'était je pense que ce serait impossible qu'on s'entende, etc. Puis là, tu fais le portrait, à la fin, tu te dis waouh. J'aurais jamais pensé qu'il lui serait arrivé ça. Puis d'un coup, ça te rapproche de cette personne-là, tu partages des valeurs avec elle, puis t'es comme oh my god, j'aurais jamais pensé. Puis tu repars, t'es comme je pourrais être amie avec le monde entier. Puis ça, il n'y a rien de plus magique, quoi. Mais oui, c'est clair. C'est clair. De sentir chez soi qu'un préjugé ou un biais est un peu réduit. Puis ça m'est arrivé aussi de faire des portraits de personnes racistes. Ça arrive. Puis là, tu te dis.
C'est un peu comme C'est le job d'un avocat, tu sais, qui Ouais. doit comme J'ai aider fait- quelqu'un. J'ai fait le portrait d'un avocat, puis je lui ai demandé comment Ah oui. tu défends, Ouais. comment tu défends Ouais. des gens. Puis tu sais, sa réponse c'était parce qu'on veut défendre tout le monde et donner une chance d'être juste avec tout le monde, on Mhm. doit défendre, tu sais. Puis c'est ça la justice, tu sais. Parce que si on pouvait pas défendre les personnes qui ont fait du mal, il y aurait plus Ouais. de justice quelque part. Mais c'est cette idée-là que tu peux rencontrer tout le monde, tu sais, comme disait Mickaël, puis tu pensais pas que tu serais capable de t'entendre avec n'importe qui, mais tu sais, tu peux, malgré des points de vue divergents, etc., etc. Mettons, dans l'idée que tu vas aller parler avec quelqu'un qui n'a pas du tout tes valeurs, versus quand tu vas parler avec quelqu'un Ouais. qui a tes valeurs, est-ce que tu as l'impression, enfin, en vous, est-ce qu'il y a une espèce de séparation qui se fait Est-ce que vous changez de personnage intérieur quand vous parlez à ces gens-là? Alors, c'est marrant parce que j'y pensais récemment, là, comme une des leçons justement de ce projet-là. Je pense pas que tu changes le personnage qui est à l'intérieur, mais par contre, tu te tais intérieurement, en fait. Si tu te lances pour écouter quelqu'un, tous les jugements que tu peux avoir sur les propos qu'il va te donner, laisse-les passer. C'est correct, Ouais. on est tous humains, c'est aussi empathique qu'on soit, on a tous des jugements qui nous viennent, mais la différence, c'est qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu agis sur ce jugement-là? Est-ce que tu rentres en opposition avec la personne à qui tu parles? Ou alors, dans Portrait de Montréal et dans ce genre de projet, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je tais mon jugement. Tu viens de me dire quelque chose d'homophobe, de raciste, avec lequel je suis profondément en désaccord. Dans un autre contexte, je t'aurais challengé, on aurait pu en discuter, mais là, je veux juste te connaître toi, et ça me permet de comprendre aussi d'où ça vient. Ouais, je veux aller c'est plus ça. loin que ton opinion, je veux comprendre qui tu es, et ça me permet de comprendre d'où vient cette opinion-là, et donc de plus être juste dans le jugement, c'est un Christ d'homophobe, mais c'est ça, de comprendre que une personne, c'est plus que ça. Avec tous les pires défauts du monde, une personne n'est plus que juste ses défauts. Ouais. Donc d'aller voir sous la Ouais. surface qu'est-ce qu'il y a pour comprendre Ça nous la challenge surface. nous-mêmes aussi. Ouais, certainement. C'est challengeant nous-mêmes, parce Certainement. que surtout quand tu démarres le projet avec tes jeunes, tu sais, moi quand Ouais. je démarrais j'avais comme 24 ans, puis j'ai rencontré des grands-mères, elles étaient tellement cute, elles me racontaient des histoires tellement cute, puis elles ont fini par être hyper racistes, Ouais. puis ça m'a comme pris à la gorge, j'étais comme qu'est-ce que je fais de ça, est-ce que je publie pas, puis tu sais, t'as envie de répondre, parce qu'en plus, elles me racontaient une histoire sur l'Afrique, en étant hyper raciste, moi j'ai passé mon enfance en Afrique, puis j'étais comme pas d'accord, mais tu sais, ce que ça fait, c'est que tu dois taire, puis tu dois accepter que l'autre est différent, qu'il a une idée différente, puis aussi, plus tu grandis, plus tu changes, puis tu vas chercher d'où ça vient, puis ça vient toujours de la même chose, ça vient de la peur. Ouais. Ça vient de la peur de l'autre, ça vient de la peur de la différence, etc. Donc c'est vrai que c'est challengeant pour toi, Ouais. mais t'es obligé, parce que sinon, t'irais pas voir l'autre. Non. Mais c'est un véritable travail journalistique, c'est ça en fait. Oui, il y a ce finalement. côté journalistique où on est Ouais. détaché. Et puis, comme le disait Marion au début, nous, on était dans l'ombre, on voulait pas se mettre de l'avant. On voulait... Est-ce qu'il y a une façon, vous parliez tout à l'heure de comment sur les réseaux sociaux vous devez aussi gérer les commentaires et quand, mettons, vous parlez avec quelqu'un qui a des Ouais. valeurs complètement à l'écart des vôtres, est-ce que vous mentionnez quand même tout ce qu'il dit? Ou est-ce que vous mettez comme un trigger warning de quelque chose? Comment est-ce que ça se Il passe? y a des trigger warnings sur des sujets qui sont sensibles, des sujets qui sont des agressions sexuelles, des sujets qui sont... Parce que c'est important de le mentionner, tu sais. Dans les commentaires, je veux dire, il y a une politique de la plateforme qui sont... que les commentaires racistes, homophobes et tout ne sont pas autorisés sur la plateforme. Mais si la personne à qui vous parlez a des commentaires. comme Non, ça. on n'a Non. jamais Non. publié une histoire qui... Mais est-ce que vous qui- faites comprendre que cette personne-là est Alors, plutôt mais dans ce biais-là? Ah, ça je- marche comment? moi, il y a une fois un portrait que j'ai finalement pas publié parce que je voulais pas donner de plateforme à cette personne-là, même si Ouais. finalement j'aurais pu partager une histoire qu'elle m'a racontée qui était bénigne, Qui n'avait rien à faisait voir, ouais. mal à personne. Mais je trouvais que c'était, je sais pas, est-ce que je veux donner un feeling que cette personne est vraiment une belle personne, puis alors qu'en réalité elle m'a dit des choses atroces. Donc des fois, je me retrouve un peu dans cette ambivalence. Ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines, où je me demande, est-ce que je suis en train de fausser un peu la réalité, où je fais un portrait de cette personne elle est super souriante, on a envie d'être son amie, mais en vérité, elle m'a dit des choses, j'ai pas envie d'être son amie. Ouais. Moi, les portraits de la grand-mère, j'ai omis la fin, Ok. volontairement. Mais j'ai déjà dépublié un portrait. En fait, c'était un super beau portrait d'une personne itinérante qui était hyper chaleureuse et tout.
Et en fait, un gars m'a écrit en me disant « Cette personne-là a agressé mon ami. » Puis j'étais comme « Ça n'a pas d'allure. » Tu sais, je l'ai dépublié. Parce que tu peux pas, en fait. Faut croire. Ça en revient au bon sens après. Bah aussi, oui, c'est du bon sens. Là, tu veux pas donner de plateforme, de tribune à des gens qui sont des agresseurs ou quoi. C'est sûr qu'on est toujours biaisé de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Mais on veut... Si on contrôle les commentaires pour éviter l'incitation à la haine, on a déjà publié un portrait sur des chiens aussi. Enfin, on a été forcé non, mais c'est vrai, sur Portrait de Montréal, j'ai été forcée de dépublier un portrait sur des chiens parce qu'on a été attaqué par un lobby de chiens de course. C'est vrai. Ah oui. Bah oui, c'est vrai. Ok. Ouais, je pensais qu'on allait dans une cute conversation, mais pas du tout. J'ai publié un portrait sur des chiens, en fait, sur les lévriers qui sont les chiens qui sont maltraités en fait pour la course. Et en fait, donc le lobby pour. Et en fait, le lobby des chiens de course est venu nous harceler en commentaire et en message et est venu harceler les gens qui étaient interviewés. Et ça nous a forcé à dépublier, ce qui est très très rare, honnêtement, ce qui est très très rare. Mais en fait, ils ont été harcelés, les gens qui possédaient les chiens. Puis ça a été la limite, en fait. Mais c'est tellement rare que ça arrive. Puis moi, ça m'a tellement sidéré que ça arrive sur un portrait sur des chiens. Mais pour te dire à quel point ça peut aller loin, en fait, la modération, puis les commentaires sur la page. Là. C'est un jeu dangereux. Ouais. Cette histoire, je viens de me rappeler. ouais, j'avais oublié cette histoire, mais oui, c'est vrai qu'ils nous avaient bombardé de messages. La personne que j'avais photographiée m'avait écrit en privé, genre non mais ça va beaucoup trop loin. L'association nous a contactés, ils ont eux-mêmes été harcelés par le lobby et tout. Genre non mais ça a été vraiment loin. Bon, on verra pas de chiens. Lévrier sur Portrait de Montréal. Ouais, c'est ça. J'ai plus fait de portrait de lévrier. J'ai arrêté depuis. Sujet sensible, hautement sensible. Pour clore un peu cette magnifique rencontre, j'aimerais qu'on parle de bien-être rapidement, parce que le Bota Bota est un lieu de bien-être. J'aimerais savoir pour vous qu'est-ce que c'est le bien-être, et peut-être qu'est-ce que en général vous pensez que de tous vos apprentissages, de tous ces portraits-là, qu'est-ce que c'est le bien-être? Le bien-être pour chacun est très différent, mais qu'est-ce que vous avez pu apprendre de tout ça sur le bien-être? Allez-y, je vous écoute. Sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est-à-dire qu'on appartient à une communauté, communauté large, qui peut être très large, mais une communauté humaine. Que t'es pas juste moi, Mickaël, tout seul, face à l'univers, face au monde, face à tous ces inconnus, mais plutôt de sentir que on est tous dans le même bateau. Ça m'a un peu appris à vivre, quand j'étais encore à Montréal, comme si j'habitais dans un tout petit village. Et donc à créer à regarder chaque personne comme potentiellement, pas un ami, mais quelqu'un qui pouvait faire partie de ma vie. Même, je sais pas, au supermarché, à l'épicerie, la personne à la caisse, de pas avoir un rapport où juste cette personne est là pour me faire payer mon épicerie, puis je m'en vais. Mais potentiellement, cette personne, elle peut faire partie vraiment de ma vie. Là. Je la croise régulièrement. C'est pas juste un objet. C'est pas un Sims, quoi. On n'est pas dans une simulation. Et ça change tout, quoi, de sentir que tous les gens avec qui tu interagis, que tu côtoies, même si c'est des interactions éphémères, sentir que tu es connecté avec ces gens-là, ça fait une énorme différence. Tu n'es plus tout seul. Ouais, on n'est pas tout seul dans cette aventure. Le bien-être, c'est de ne pas être seul, de savoir qu'on n'est pas seul. Ouais, ça fait un peu référence à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que je voulais savoir comment ça fonctionne chez les autres. C'est un peu cette idée-là de se dire que ce que tu vis chez toi, ce que tu vis dans ta vie de défis personnels, les autres sûrement ils le vivent aussi. La peur de la mort, la peur de la maladie, la peur des peurs comme ça là, que tout le monde vit une fois dans sa vie, là, j'imagine en tout cas, les autres la vivent aussi. Puis ces grandes peurs philosophiques là, ces grands défis de la vie là, les autres le vivent aussi. Puis quand tu rencontres en fait les autres, puis que tu te rends compte qu'ils vivent aussi des choses au travail, dans leur vie personnelle, dans leurs relations, et que tu repars avec leur histoire chez toi, moi c'est marrant, c'est parce que c'est vraiment un sentiment physique que j'ai pris leur histoire, que je l'ai mis dans ma poche et je suis repartie avec, et que je suis rentrée chez moi avec cette histoire. Je sais pas comment la décrire. C'est la pierre philosophale. Mais non, mais j'ai vraiment l'impression que je suis rentrée avec l'histoire chez moi. Et c'est un peu la sensation de bien-être que j'ai, c'est de repartir avec le sentiment de pas être toute seule dans ce feeling-là, tu vois. C'est beau. Même si parfois ce qu'on ramène peut être assez lourd, parce que les histoires... ouais, c'est clair.
Il y en a qui pourraient être Puis de difficiles à porter. laisser des choses dehors aussi, Oui. parce que Ouais, des c'est fois, ça. c'est genre... Ouais. C'est ça, prendre ce qui aussi peut nous aider, peut nous apporter du bien-être, et puis nous permettre de relativiser, puis aussi déposer les choses qui peuvent être peut-être trop lourdes à porter parfois. Et toi, Thibaut, le bien-être? Ah, bah c'est ça, c'est d'être... je pense d'être... les bulles, Massage. le champagne. Le chaud froid, le champagne, le mimosa tôt le matin. Non, c'est ça, je pense, c'est essayer d'être aligné, d'avoir une espèce une certaine stabilité émotionnelle, puis pour faire le lien avec le projet, je pense que c'est quelque chose que ce projet nous apportait aussi, tout ce que vous avez décrit tous les deux là, de nous rapprocher, puis de se sentir moins seul en fait. C'est une des clés les plus importantes, je pense. Et aller à la rencontre de l'autre, écouter l'autre, c'est une des meilleures manières de se sentir moins seul. Et vivant aussi, je trouve. Vivant, d'emmener les histoires dans ta poche, parler d'émotions. Effectivement, on a entendu des histoires qui sont parfois qui nous ont émus aux larmes, là, qui nous ont vraiment bouleversés. Mais c'est des émotions fortes, et une émotion forte, ça reste une belle chose. Même si c'est une émotion pas négative, mais triste, disons. C'est là qu'on se sent vivant. C'est que quand on sent les choses. Donc parfois, ça fait partie de l'alignement pour moi, c'est ça. C'est un balancement entre des choses positives puis les choses plus difficiles qu'on vit tous finalement dans la vie, et qu'il faut aussi prendre en compte, écouter, digérer. Qu'il faut pas juste mettre dans une boîte. Puis ça, c'est une façon de le faire. Parfait. J'adore. Je me sens dans mon bien-être personnel. Te faire sentir des choses. C'est ça. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Et puis aussi, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les plateformes et les réseaux, si vous avez envie qu'on vous trouve? Sinon, on vous laissera tranquille. Mais... non, c'est ça. Le projet existe toujours, comme disaient Michael et Marion. Et il est toujours sur les mêmes plateformes, là, sur Facebook, Instagram, sous Portrait de Montréal. Puis je pense que ça nous a redonné envie d'aller peut-être en faire cet été. Là. L'hiver, c'est toujours un petit peu plus difficile, mais... ma caméra s'arrête, on va le dire. À moins 25, la caméra s'arrête. Elle veut plus fonctionner. Donc printemps-été, printemps-été, c'est plus simple. Très bien. Puis un dernier mot, allez... Prenez du temps là dans la rue, si vous pouvez, pour... Prenez un peu plus de temps que le temps que vous estimez pour aller d'un point A à un point B, juste pour vous donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un. En fait, saisissez les opportunités de rencontre. C'est pas parce que je comprends que tout le monde va pas se mettre à aller aborder des inconnus puis dire salut, c'est quoi ton plus grand défi dans la vie? Mais des fois, tu as des opportunités qui arrivent naturellement. Donc, je sais pas, quelqu'un qui te demande du feu, quelqu'un qui te demande du change, la personne qui te sert au restaurant, la personne à la caisse, quelqu'un avec qui tu es assis à côté dans le bus, où il y a un échange, un croisement de regards. C'est juste de pas laisser fuir ces tout début d'interaction, mais de les saisir pour créer une vraie rencontre à partir de ces petites interactions-là. Oui, ça doit pas être des énormes conversations, mais juste un petit bout de vie minuscule. Si vous avez envie de raconter votre histoire, venez au Bibliothèque Vivante. Je pense qu'on sera surpris de voir à quel point les gens écoutent aussi, peut-être. Donner l'opportunité d'écouter les autres et de se laisser écouter. Souriez aux autres. Dites bonjour. On sait plus dire bonjour là, c'est fou. Puis c'est souvent les personnes qui en pâtissent le plus, c'est les personnes qui vivent dans la rue, les personnes en situation d'itinérance. L'autre fois sur Saint-Denis, il y a un monsieur qui tous les gens qui passaient devant lui, ils disaient un grand bonjour, c'est facile de sourire, de dire bonjour. Pour vrai, 9 personnes sur 10 le calculaient pas. Je trouve ça tellement confrontant. C'est-tu si fucking compliqué de juste lâcher un sourire à quelqu'un, de dire un petit bonjour, tu vas te sentir mieux toi aussi. Genre, ça me dépasse cette habileté qu'on a eue à se mettre des œillères, puis genre non, je vais à ma job, j'ai quelque chose à faire. La ville est faite pour être rapide. La ville te fait courir. J'en veux pas aux gens d'être comme ça. Je sais que la ville nous façonne de cette manière-là, mais sors un peu de ça. Sors de ça là. Casse ce rythme-là. C'est facile de dire bonjour à quelqu'un, ça fait toute la différence. Vraiment. Sur ces bons mots, je vais vous dire au revoir. Mais on peut se dire bonjour. Un grand bonjour et un grand au revoir. Merci infiniment d'avoir participé à cette 3e saison. Je suis très heureuse. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour de nouveaux portraits. On espère. À bientôt. D'autres projets. Merci. Bye.